Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce conseil municipal. Je cède la parole tout de suite à Mélanie Enron pour l'appel. Bonsoir à tous. Raphaël Jules. Présent. Guillaume Pruvot. Betty Boulogne a donné pouvoir à Julietta Pinte. Caroline Caron a donné pouvoir à Raphaël Jules. Maxence Dequet a donné pouvoir à Guillaume Pruvot. Hélène Bernard. Mathias Pascal. Sylvie Bernardini. Ludovic Latry. Wilfried Ampry. René Villard. Patricia Duhamel a donné pouvoir à Franck Fasquelle. Marcel Level. Franck Fasquelle. Patrick Delporte. Valérie Delporte. Philippe Bogiot. Sandra Mille a donné pouvoir à Valérie Delporte. Peggy Andrieux. Guillaume Savéan a donné pouvoir à Wilfried Ampry. Julietta Pinte. Carole Sylvestre. Geoffrey Fourcroy. Stéphanie Lacroix. Ça marche, merci. Annie Leporc. Pascal Lebon. Christian Delacour. Catherine Leduc. Virginie Malayud a donné pouvoir à Ludovic Latry. Régis Altazin. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer ce conseil. Vous avez pris connaissance des documents préparatoires à ce conseil, ainsi que le compte-rendu du dernier conseil. Y a-t-il des questions sur le PV de l'ancien conseil municipal? Non, il n'y en a pas. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Il est donc voté à l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons donc commencer par le point numéro 1, décision modificative. Donc la décision modificative s'équilibre en investissement pour un montant total de 132 551,64 €. En dépenses, vous retrouverez des montants concernant des changements d'affectation de ligne sur Avelo 3, avec la participation de 8 000. Vous allez aussi avoir des réflexions sur le clocher de l'église, le gîtage du clocher de l'église et un complément pour le serveur de la mairie qui est une commande initiale un peu supérieure à ce qui était prévu. Cette décision modificative s'équilibre en recettes avec le correctif d'imputation du mandat 2022 de la DGFiP, des amendes de radar de police, de la subvention ADEME à Vélo 3 et du remboursement de la ville de 8 000 pour justement la délibération à Vélo 3 que nous avions eue au dernier conseil municipal. La décision modificative en fonctionnement s'équilibre pour un montant de 13 840 € qui s'inscrit en dépenses particulièrement sur des ajustements de lignes budgétaires concernant les 11 titularisations d'agents qui vont bénéficier des avantages de la NBI et des autres indemnités complémentaires de salaire. Elle s'équilibre en recettes par les droits de mutation des MTO qui sont supérieurs à ce qui était engagé au départ et de la provision pour dépréciation sur les actifs circulants pour un montant de 120 €. Et cette décision modificative s'équilibre au total général pour un montant de 146 391,64 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Delacour. Merci, bonsoir à tous. Quelques précisions, ce n'est pas vraiment des questions, parce que c'est équilibré, je suppose que ça suit les règles comptables. Sur à vélo, là, le rétablissement de ce que nous doit 8 000, bon, moi je compte bien, effectivement, la part de subvention ADEME, c'est 15 000 pour qu'on restitue à 8 000. Quand on est en dépense, on avait touché 30 000, on en redonne la moitié, si je comprends bien. Pour être clair, c'est 50-50. Donc oui, on part sur la clé 50-50 sur les deux communes. Exactement. Par contre, je ne comprends pas trop, c'est les 60 000, les moins 60 000, et après, en dessous, vous savez, on est en dépenses, côté gauche, oui. Investissement. La deuxième ligne, vous avez moins 60 000, et la dernière, vous avez 60 000. Ça s'annule. C'est un changement de compte ou de numéro? Frédéric, tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oui,
C'est tout à fait ça. En fait, les crédits pour Avelo 3 ont été inscrits sur le compte initial 203.1 pour 120 000 euros. Suite à la convention qu'on a passée avec 8 000, une partie, la moitié donc de ces 120 000 vont être passés sur un compte qui est une opération pour compte de tiers. C'est pour ça qu'on les inscrit au 458-14 pour 60 000, ce qui permet ensuite de récupérer ces 60 000 par le biais du compte 408-24 en recette. Ok, c'est pour les 3 années là, de contrat, ça c'est global? C'est pour l'axe 1. Pour l'axe 1, la Vélo 3. D'accord, ok. Merci. Autre question, je vois le montant des amendes de radar et de police. Ça, c'est l'ensemble de tout ce qui est perçu par la police, c'est pas seulement que la police municipale. Oui, non, en fait, c'est un ratio par commune. Ah oui, d'accord, Oui, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec ce que notre police municipale verbalise. Oui, mais justement, elle ne fait pas un chiffre pareil. Enfin, non, vraiment, ça serait les champions. Hein. Oui, mais non. Le ratio ça serait énorme. On ne sait pas le ratio, enfin le montant de la police municipale, non, ça ne peut pas le dire. Je ne sais pas. Je sais qu'ils verbalisent. Ça doit leur arriver certainement. Oui. On va leur demander s'ils peuvent nous transmettre un chiffre informatif. De toute façon, le chiffre était tellement important que ça serait douté. Et encore une petite précision, là où je passe au fonctionnement, la participation à la lecture publique. C'est à gauche, dépenses, et on voit l'avant-dernière ligne. Je ne sais pas si vous le voyez, il est à 6 000. Il n'y avait pas des subventions de CAB pour la lecture publique? Guillaume, s'il te plaît. Bonsoir. Oui, en fait, ça, c'est le reste à charge commune pour 13 classes. Le reste est subventionné directement, pris en charge par la CAB, puisque la lecture publique est une compétence communautaire. Et il y a un reste à charge commune d'environ 500 € par classe. On vient de recevoir à titre d'information les candidatures pour les classes pour l'année 2025. On a 24 classes qui ont postulé et pour rester à budget constant, on autorise donc, on inscrit 13 classes et les classes qui ne sont pas retenues seront rebasculées pour l'année prochaine. Ok, merci. Et enfin, là je vais faire une question qui est en rapport avec les 2 autres projets qui se suivent, le 2 je crois, c'est ça, sur les dépréciations des actifs circulants et la reprise sur les provisions pour dépréciation. Ils sont repris, pour être clair, en dernière ligne fonctionnement. Là. Vous le voyez, provision pour dépréciation des actifs circulants pour 230 €. Je ne sais pas si les comptables voient. Vous voyez, ouais. Et la reprise, elle est de l'autre côté, bien sûr, puisqu'on reprend, ça devient un produit, pour un montant de 120 €. Or, on va voir après, dans le projet 2 et dans le projet 3, les montants sont différents. À savoir, le projet 2, c'est 2358,70 pour les provisions pour créances douteuses, et les reprises pour provisions pour dépréciation des actifs circulants, c'est 200 €. Je ne comprends pas, moi, la différence. Parce qu'on nous dit dans ces projets qu'il faut les reprendre dans la DM1 de 2024. Or, c'est bien celle-ci. Frédéric, tu peux préciser, s'il te plaît, merci. Alors, en fait, en DM1, on a ajusté les crédits. Il faut savoir qu'on avait inscrit au BP des sommes provisoires. On a fait un travail cet été sur nos créances plus ou moins douteuses, qui étaient anciennes de plus de 2 ans. On a ajusté donc ces montants. C'est pour ça que là, en DM1, c'est surtout le reste qu'il fallait inscrire pour avoir le montant qu'on a prévu sur les délibérations suivantes. Et la différence était passée dans le budget primitif, là? Oui, c'était inscrit au budget primitif. Okay. Il y avait des sommes inscrites au budget primitif. Ouais. Merci. Merci, monsieur Delacour. Madame Lebon. Juste une précision sur les lectures publiques. Monsieur Prévost, vous dites que ça coûte 500 € par classe. Puisque la prestation est prise en charge par la CAB, à quoi correspondent les 500 € en fait? En fait, sur tout l'accompagnement, la CAB ne prend pas à 100%. Donc nous, il y a tout ce qui est accueil des auteurs, et ensuite c'est tout ce qui est prestation d'achat de matériel en association avec la CAB. Et ça représente 500 € par classe. C'est ce qui est estimé par la communauté d'agglomération du Boulonnais par année. Bon, ça me paraît beaucoup, parce que c'est vrai, si on pouvait diminuer ce coût-là, ça permettrait d'intéresser plus de classes.
En effet, et ça a toujours été ce montant-là depuis l'instauration de la compétence lecture publique par l'AVELO, à charge de la commune. Depuis le début, c'est un dispositif qui marchait très bien depuis le lancement, et pour que les enfants puissent en profiter, on a décidé de continuer ça. Après, c'est sûr que si on prenait les 24 classes, là, le reste à charge commune serait beaucoup plus élevé, donc on a décidé de faire... Il faudrait faire des économies sur d'autres choses. Ou alors il faudrait faire des économies sur d'autres choses. Je pense. Merci. Pas d'autres questions? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie pour cette délibération. Nous allons donc passer au point numéro 2, provision pour dépréciation des actifs circulants. Comme l'a déjà expliqué Frédéric, voilà, les montants ne sont pas les mêmes que dans l'ADM puisque des chiffres ont déjà été annoncés en DM1 et dans le budget primitif. Donc là, il s'agit de remboursement pour les captures d'animaux pour un montant de 617 € et le paiement de la TLPE pour 2358,70 €. En DM1, il y avait 830 € à la WIN 6817 que l'on avait déjà inscrit, 2150 au budget primitif. Voilà, donc vous avez les chiffres et les précisions. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Délibération numéro 3, reprise sur provision pour dépréciation des actifs circulants. Ce sont les créances dues sur l'année 2022 et payées sur 2024. Il y a 200 € de capture d'animaux. Pour rappel, en DM1, il y avait eu 120 € de recettes inscrites sur la ligne et 80 au budget primitif. Voilà, ce qui nous fait 200 €. Pareil, pas de questions, donc on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Délibération numéro 4, admission en créances éteintes de titres de recettes. Donc les créances éteintes sont pour des entreprises. En fait, il y a deux créances qui sont suite à une liquidation judiciaire d'entreprise ou redressement judiciaire. Et comme faible montant et faible probabilité de recouvrement, la trésorerie passe directement la créance en créance éteinte. On ne peut pas donner le nom des entreprises dans le respect de la protection des données des entreprises et pour ne pas accabler les sociétés des gens en souffrance. Il est donc interdit de les donner publiquement. Pour récapitulatif, la TLPE, si besoin d'infos complémentaires sur le travail, a été menée sur ce sujet à l'époque. Oui? Je ne le vois pas dans l'ADM. Frédéric? On a dû prévoir une somme au BP, mais je pense qu'on a fait de l'ajustement en virement de crédit. Parce que ça, c'est des informations qui nous sont transmises par le Trésor public. Hein, c'est suite à des jugements, en général, en fait, de cessation d'activité. Monsieur Delacour, comme je vous l'ai dit, ça date de 2022. En fait, la DGFiP finit par attendre. Au bout d'un moment, on sait qu'il n'y aura pas de suite favorable. Donc, elle nous demande d'éteindre le crédit, c'est tout. Ah non, mais je connais, c'est des créances irrécouvrables. Mais je suis étonné que ça n'apparaisse pas dans un document comptable, quoi. Notamment l'ADM, on passe définitivement en perte, quoi. C'est ça, c'est une charge. Une charge, c'est une perte, oui. On le voit pas dans l'ADM, quoi. C'est ça qui me surprend. Dans l'ADM, si, ça figure, non? Non, c'est dans le... Excusez-moi, c'est dans le virement de crédit numéro 2, je crois. Si je me souviens bien, ouais. On avait inscrit les crédits en créance... admission non-valeur, et la trésorerie nous a indiqué que c'était des créances qui étaient définitivement irrecouvrables. Donc on les a passées en créances éteintes. On le retrouve là dans l'état des virements de crédit, là, à une certaine... Oui. On va l'étudier après, de toute façon. Merci. Bien. D'autres questions? Nous passons donc au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Très bien. Je vous remercie. Délibération numéro 5. Participation des Saint-Martinois inscrits à l'école d'art de Boulogne-sur-Mer. Et je cède la parole à Guillaume Pruvot.
Merci Monsieur le maire. C'est une délibération cadre puisque, contrairement aux autres années, on vous propose de la reconduire pour les années qui viennent. Cette aide forfaitaire de 60 € annuels fonctionne bien puisqu'on a eu 19 demandeurs en 2021, 27 en 2022, 29 en 2023. Pour rappel, on avait mis en place ce dispositif différent de l'ancien puisqu'on était dépendant des fichiers communiqués par l'école d'art. Cette fois-ci, les Saint-Martinois viennent à la mairie avec leur justificatif de domicile et leur justificatif d'inscription et l'aide leur est versée. Voilà. Donc cette délibération, pour éviter de la représenter les années d'après, je vous propose de l'adopter pour cette saison et les saisons à venir, comme c'est stipulé dans la délibération. Bien, y a-t-il des questions? Monsieur Altazin. C'est une petite question sur la pérennité de cette proposition. Les saisons suivantes, mais ça peut durer, les saisons suivantes, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, j'imagine que ça peut durer longtemps. Et la somme est inscrite noir sur blanc pour toujours, en quelque sorte. C'est marqué 60 €. Alors, dans 10 ans, que vaudront 60 €? Il est toujours possible, en fonction de l'inflation, de la modification des coûts d'inscription à l'école d'art, de faire une délibération modificative. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous passons à présent à l'administration générale. Délibération numéro 6, nous prenons acte de la lecture du rapport annuel d'activité 2024 pour l'année 2023 de la CAB. Et je pense que, comme moi, vous avez tous lu avec beaucoup d'attention les 1500 pages, ce qui est passionnant, surtout en cas d'insomnie. Y a-t-il des questions? Donc nous prenons acte et nous allons lever la main pour dire que nous avons pris acte. Merci. Délibération numéro 7, et je cède la parole à Peggy Andrieux. Merci, Monsieur le maire. Alors, selon la loi, les collectivités peuvent autoriser l'ouverture collective des commerces de 12 dimanches par an maximum. Ces dates doivent être définies avant le 31 décembre de l'année précédente. Aussi, nous avons fait parvenir un courrier aux commerçants de notre commune avec des propositions de dates. 8 d'entre eux ont répondu à notre courrier. Nous avons donc trouvé un accord sur 10 dates, à savoir le 12 janvier, 29 juin, le 31 août, le 7 septembre, le 23 novembre, le 30 novembre, le 7 décembre, le 14 décembre, le 21 décembre et le 28 décembre. Nous laissons donc la possibilité de rajouter 2 autres dates. Les commerces ayant l'autorisation d'ouvrir sur ces 10 dates doivent s'en conformer au Code du travail, à savoir c'est sur la base du volontariat. Le salarié devra percevoir une rémunération double pour une durée équivalente et le repos compensateur devra être accordé dans les 15 jours avant ou après le dimanche travaillé. Merci beaucoup, Peggy, pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Monsieur Mielo. Oui, merci. J'avais oublié. Une simple précision, nous nous abstiendrons, c'est simple, c'est pas sur le principe qu'on est contre, parce que ça aide certains jeunes étudiants à travailler ou à être exploités le dimanche, c'est notre problème. Par contre, étant donné qu'on n'a pas de renseignements ni de retour des organisations syndicales de ces différentes entreprises, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci, Monsieur Mello, de cette précision. Monsieur Altazin. Oui, alors, un peu dans le même sens, n'étant pas commerçant, je n'ai jamais eu à vivre de devoir travailler le dimanche, mais les magasins de négoce de l'ameublement, des luminaires et de tapis moquettes ne sont pas concernés, si je lis ce qui est en dessous. Pourtant, certains magasins que je ne nommerai pas, je suis voisin d'un, ouvrent tous les dimanches. Sans rien demander, parce que lui, il a le droit. Oui. Alors, donc, il est dans quelle définition, celui-là? Dans les magasins d'ameublement. Ils ont le droit d'être ouverts le dimanche.
Allez savoir pourquoi. D'ameublement. Là où je vais acheter ma viande et... Ah non, non, ça c'est... Non. Ah oui, pardon, je n'étais pas sur le... Oui, c'est un droit qui est autorisé, mais je ne sais pas par quel biais. Ah, d'accord. Donc, ça concerne plus grand monde, en fait. Si on fait le tour, voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir un avis. Je ne sais pas qui ça concerne, je ne sais pas quels sont les retours, comme disait M. Mielo. C'est dur d'avoir un avis. C'est une chose qui est établie en France depuis déjà très longtemps. Je comprends M. Mielo sur la défense du droit du travail et le repos dominical, mais effectivement, c'est un droit établi et acquis en France depuis très longtemps, et j'avoue que ça rend service quand même, aussi. Oui, mais moi je ne me rends pas compte si ça rend service ces jours-là ou un autre jour, parce que je ne sais pas qui ça concerne. Alors, on demande en fait d'avoir un avis. Déjà, je ne suis pas commerçant, et puis, en plus, est-ce que mon avis va être le bon? Je n'arrive pas à... Notre rôle est de délibérer sur les dates, pas sur le sujet de fond, c'est juste sur les dates. Nous statuons sur les dates que nous autorisons à l'ouverture, pas sur le fait que ça s'ouvre. Ça, c'est pas de notre ressort. Mais M. Delporte va intervenir. Non, en 30 secondes, je change ma casquette et je prends celle de commerçant. L'ouverture des magasins le dimanche, de toute façon, est faite sur la base du volontariat. Donc, personne n'oblige ses salariés à travailler le dimanche. Ça, c'est le premier point. Et les salariés, en fait, bien souvent, ils sont demandeurs de travailler le dimanche. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Parce qu'ils sont payés double avec repos en plus. Donc, il y a toujours une partie de salariés qui apprécient de pouvoir faire ça. En fait. Donc, c'est pas coercitif comme dispositif. Normalement, c'est gagnant-gagnant. Merci pour ces précisions. D'autres questions ou interventions? Nous allons donc passer au vote. Donc, y a-t-il des contre? Les abstentions, pour qu'on soit bien sûr d'accord. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 8 et je passe la parole à Mathias Pascal. Bonjour à tous. Donc là, il s'agit de la délibération sur AVELO 3. Donc je m'excuse pour les membres de la commission urbanisme, on va répéter ce qui a déjà été dit. Donc là, on avait candidaté à AVELO 3. On avait voté la délibération pour pouvoir candidater. On a été retenu et maintenant, il s'agit de passer à l'acte avec cette délibération. Donc AVELO 3, le principe, c'est de lever les freins pour l'usage du vélo en installant du petit matériel comme des pompes de gonflage ou des arceaux pour pouvoir mettre son vélo et de le faire en partenariat avec 8000 pour justement faciliter les mobilités entre les deux villes. Oui, alors, c'est mieux d'avoir des freins sur le vélo. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Altazin. Bien que j'étais effectivement il y a 2 jours, bon, c'était un peu court pour s'en informer, mais... à cette commission, en ayant bien relu après, je m'aperçois qu'il y a un droit qui est annoncé de 100 000 € sur chacun des axes d'utilisation possible, enfin de crédit alloué avec à 50% de la dépense. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est obligé, ou pourquoi on a imaginé que sur chacun des axes, on n'irait pas à 100 000. Parce qu'on manque d'idées pour pouvoir imaginer quelque chose à y faire. Parce que ces chiffres-là sont tous un petit peu quand même c'est ce qu'on disait, hypothétiques. Oui, mais c'est des enveloppes maximum. Ben voilà. Mais pourquoi on ne met pas 100 000 sur chaque alors? Parce qu'en fait, là, on est dans les cadres de l'appel à projet de l'ADEME. Donc si Roland peut apporter des précisions... Ces chiffres-là, c'est pas nous qui les décidons. C'est la proposition AVELO 3 qui propose les montants pour nous. Ah, ça, on suit le cahier des charges ADEME. Les chiffres ne sont pas nos décisions. Non. On a le droit à 100 000, mais l'ADEME a opéré un choix préalable. En fait, comme l'ADEME finance jusqu'à 50%, ouais. En gros, ça fait qu'ils sont prêts à mettre 50 000 €, plus notre part 50 000 €, enfin la part de nos communes. Ça, on a bien compris. Oui. Et donc en gros, comme l'ADEME donne comme budget maximum 50 000 €, forcément que nous, on ne peut pas aller à plus de...
Après, si on veut aller plus loin... Ça, c'est sur l'axe premier, par exemple. Oui, mais je précise que ce n'est pas 50% parce que la Banque des Territoires a annoncé sa participation complémentaire à hauteur de 30%, c'est-à-dire que la subvention finale donnée par les organismes d'État est à 80%. Donc le reste à charge communale est à 20%. En fait, là, on est sur le cadre du projet Avélo 3. Si la commune veut dépenser plus, après, on pourra dépenser plus. Mais dans le cadre de cet appel à projet-là, c'est les plafonds maximum. Décidé par l'ADEME. Alors qu'il est dit juste avant, j'avoue que je ne comprends pas, hein, mais qu'il est dit juste avant que dans la limite de 100 000 € de dépenses éligibles pour chacun des axes 1, 2, 3. Il n'y en a qu'un qui atteint cette dépense hypothétique de 100 000 €. Pas les deux autres. Bon. Alors, j'ai le droit d'être plus bête que les autres. Mais non, juste pour préciser, Monsieur Altazin, ouais. On avait effectivement, les deux communes ont travaillé ensemble et avaient proposé 100 000 € de dépenses dans chaque axe, pour être très transparent. Et une certaine typologie de dépenses des communes ont été retraitées par l'ADEME, disant que ça n'était pas dans les critères de leur cahier des charges. Et donc, effectivement, par rapport à la typologie de dépenses que les communes ont listées, on est arrivé à 277 000 € de dépenses. Voilà. Certaines dépenses, je vous donne un exemple tout simple. Il y avait la volonté de construire des hangars à vélo couverts, et l'ADEME nous a dit que ce critère précis de typologie de dépenses ne relevait pas d'Avélo 3, et donc ne serait pas subventionné. Donc on ne les a pas inscrits, puisqu'on n'avait pas les subventions qui étaient à côté, tout simplement. Voilà d'où le chiffre un petit peu légèrement inférieur aux 300 000 €. Très bien. Merci beaucoup, Roland. Monsieur Delacour. Merci, Monsieur Delattre. Vous nous l'avez bien expliqué, mais je voudrais que tout le monde sache que ça ne servira pas à faire des pistes cyclables. Hein, on est bien clair. Hein, au pire des anneaux, une station de gonflage de vélo, hein, éventuellement. Hein, c'est les seuls investissements lourds qu'on pourra subventionner par cette opération, ce qui est déjà pas mal. Hein, moi, je ne critique pas là-dessus. Hein, par contre, on a bien les trois axes à financer. Moi, je me pose la question sur le document 8.1. Il y a le quatrième axe qui est la rémunération du chargé de mission. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce truc. Je voudrais savoir qui va avoir en charge la rémunération du chargé du dossier. C'est M. Delattre qui est chargé du dossier, non? Oui. C'est un bon choix. Hein. Je pense que vous avez bien défini la chose, Monsieur Delacour. C'est-à-dire c'est la commune qui prend en charge la... Elle est déjà prise en charge. C'est une délibération dans le cadre de PVD. Donc notre chargé de mission PVD se charge de la gestion de ce dossier. D'accord. Entre autres. Les petites villes de demain, ça fait partie de tout le package. D'accord. Voilà. Ok. Je voudrais aussi savoir, toujours, on reste sur Avélo, hein, on peut aller au-delà. Est-ce qu'il y a un plan de circulation déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose de défini sur à la fois le plan de circulation pour les vélos et... Alors, il y a un plan de circulation qui a été défini par la CAB, sur lequel nous nous appuyons pour accompagner un développement communal, mais Valérie Delporte pour en parler mieux que moi, je pense, de ce sujet-là, puisque nous avons continué à développer des axes de déplacement vélo en relation avec le département, puisque le département finance les accès cyclables pour les élèves qui vont jusqu'au collège. Donc on essaye de mixer le plan de déplacement vélo de la CAB avec un déplacement communal, et Avélo 3 dans ce cadre-là nous servira à définir des voies prioritaires de déplacement vélo. Vous avez un plan de circulation aussi pour les véhicules est-ce qu'il est défini ou pas? Parce que moi, je vois fleurir depuis quelques temps des stops, j'en vois aussi disparaître. Alors, je me pose des questions. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai des amis qui fréquentent Saint-Martin. Ils me disent, qu'est-ce que c'est C'est un autre sujet. Nous avons eu... Non, c'est en relation avec le vélo. Hein. Comme pour paraphraser quelqu'un que je ne nommerai pas, mais pas de sécurité, pas de vélo. Hein. Alors, Monsieur Delacour, ce sujet-là a été déterminé par des réunions publiques que nous avons eues avec la population, qui nous ont fait part de leur inquiétude sur la vitesse, et nous avons donc mis en place des aménagements, puisque nous sommes en charge de la sécurité routière au sein de la commune, et nous faisons des essais
pour essayer de trouver des solutions pour ralentir la vitesse des véhicules. Mais on ne peut pas être derrière chaque contrevenant qui a décidé de rouler plus vite que les autres. Vous pouvez lever les yeux au ciel, monsieur Delacour, c'est la réalité. Je lève pas les yeux au ciel. Non, c'est une vue de l'esprit. Et en plus, je fais ce que je veux. Moi aussi. Pareil, voilà, un partout. Ce que je déplore quand même, c'est que je me demande où est la logique là-dedans. Je ne suis pas le seul à me poser la question. On est nombreux, parce que vous avez à supprimer les stops rue de Calais. Ah non, on a remis des priorités en place pour ralentir la vitesse. Et je peux vous assurer que les effets sont très bénéfiques. On verra bien, ouais. Vous dites que c'est des essais, on peut les réinstaurer plus tard, quoi. Cela, je pense que ça va durer longtemps parce que on a déjà des priorités rue de Malbrouck qui datent d'une époque où vous étiez probablement, vous, plus en responsabilité que moi, et vous les aviez trouvées très intéressantes à l'époque et elles fonctionnent très bien aussi. Bien. D'autres questions concernant Avélo 3 ? Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Eh bien, je vous remercie pour cette délibération et nous passons à la délibération numéro 9, instauration du droit de préemption périmètre de sauvegarde du commerce, et je recède la parole à Peggy Andrieux. Merci, monsieur le maire. Alors, nous souhaitons porter à votre attention cette délibération. Alors, je vais vous expliquer. Donc, afin de faciliter le développement du commerce de proximité et de sauvegarder nos commerces de proximité du centre-ville, nous souhaitons donc porter au vote l'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat dans le centre-ville. Alors, le périmètre en question correspond exclusivement à la place Jean Moulin, la route de Saint-Omer du numéro 114 à 228 et du numéro 183 à 341, également de la route de Dèvres du numéro 2 à 42 et de la route François Boulanger du numéro 103 à 117. Alors, dans le prolongement d'opérations menées depuis plusieurs années, notamment les études avec le concours d'habitants, de commerçants de la commune, le maintien du commerce de proximité en centre-ville est un enjeu fort. L'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat implique aussi un droit de préemption sur toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de baux commerciaux. La commune donc bénéficiera alors d'un délai de 2 mois pour acquérir un local, un fonds de commerce ou un bail à vendre. La finalité est de rétrocéder le fonds, le bail, à une entreprise immatriculée au registre des commerces et des sociétés ou au répertoire des métiers dans un délai de 2 ans. Conformément aux dispositions visant l'instauration d'un périmètre de sauvegarde, les chambres consulaires ont été consultées et ont approuvé avec enthousiasme cette proposition. Vous trouverez donc en annexe les documents que nous leur avons présentés, le diagnostic de la commune ainsi que le plan. Merci beaucoup Peggy pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Monsieur Delacour ? Vous parlez des réunions à Dédale, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Vous avez eu beaucoup de participants parce qu'il est dit que c'est suite à ces réunions à Danda que... Alors il n'y a pas que cela, les études sont encore, il y a encore des études en cours. C'est-à-dire ? Alors on a, alors Roland, je vais te laisser en parler. On en a actuellement en cours, la prochaine, enfin c'est la dernière en fait, je crois, qui a eu lieu prochainement. Donc on a eu l'étude Addenda effectivement sur la stratégie commerce de centre-ville, et là il y a l'étude de programmation urbaine du centre-ville, dans le cadre de laquelle il y a eu des concertations avec un certain nombre d'habitants, et dans ces concertations est ressortie effectivement une réflexion sur la programmation de la typologie de commerce qui pourrait être attendue, qu'est-ce qui effectivement fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait attendre, de quoi on avait besoin. Et ce périmètre de commerce répond aussi à ces attentes exprimées dans ce cadre-là. Juste pour rappel, Monsieur Delacour, vous avez été invité à ces réunions. C'est possible. Hein. C'est pas moi qui siège dans ces réunions. Hein. L'urbanisme ne peut pas être partout. Hein. En fait, c'est aussi une vision 2035. Il faut le préciser aussi, l'hiver. Hein. C'est pas pour demain quand même. Quand on lit c'est une prospective sur plusieurs années. Hein. C'est sur plusieurs années. C'est pas pour demain quand même. Hein. Après, le périmètre peut être mis en place rapidement. Après, voilà, c'est une perspective, effectivement. D'accord. Alors, je conserve le micro, alors ça me concerne plus ou moins de loin.
Il y a sur le diagnostic territorial qui est bien fait. Je ne sais pas si c'est Boulogne Développement qui l'a fait. Je trouve qu'il y a une très belle photographie de la commune et de son immobilier. À un moment, il est, je sais plus ça à la fin, sur le document 9.1, où on nous rappelle qu'il y a la ZIT multisite, le projet du CEG rue Jules Ferry, bon, c'est pas un béguinage, mais je l'appelle CEG, le développement du site du monastère de la Visitation et le petit séminaire, un petit dernier. Est-ce qu'on sait exactement le nombre de logements qui vont être créés dans dans les 3 espaces? Le CEG, je sais que c'est 21. Le monastère de la Visitation, on l'a su en commission avec M. Pachal. Le petit séminaire, c'est 2 barres d'immeubles aussi, d'une 60aine d'appartements. Pareil, hein, je crois que c'est comme la Visitation, non? 53, le petit séminaire. 53 et 62 à la Visitation, un petit peu plus haut, dans la même rue. Hein. C'est rue de Vicardène, c'est pas rue Maquetra. Oui, d'accord. Ouais. Ah, on déversera le trafic de l'autre côté. Ouais. Et le nombre d'habitants en plus, on a estimé, non? On peut faire 60 par 4, hein, il suffit de muser par 4, on a une centaine, ça fait 400 habitants en plus, on pourrait. Il faut faire la typologie des appartements pour être sûr. Mais tout n'a pas été encore déterminé. La typologie des appartements n'a pas encore été définie. Hein. Non, donc on ne peut pas savoir le nombre exact d'habitants en France. Oui, d'accord. On attendra, on vous reposera les questions. Par contre, je suis un peu quand même assez étonné de voir autant de nouvelles constructions dans le même secteur. Hein. Je pense qu'il y aura, pour revenir au point de circulation, monsieur le maire, il y aura quand même des réflexions à porter. Parce que vous allez déverser je ne sais combien de véhicules en plus, notamment au bas de la rue de Maquetran. Je pense aussi à monsieur qui connaît le problème, hein, notamment avec le collège. Ça risque de poser des problèmes, notamment à la sortie, le carrefour Maquetra, rue de Saint-Omer. Je pense que c'est un problème vraiment de sécurité et de circulation à résoudre. Nous prenons note. Monsieur Delacour, merci. D'autres questions? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Oui, c'est le périmètre de sauvegarde. Donc, merci de préciser au bon moment, Madame Lebon. Donc, vous vous abstenez? Monsieur Altazin, vous vous abstenez ou non? Merci. Très bien. Délibération numéro 10, instauration d'un périmètre d'études de centre-ville, et je cède la parole à Mathias Pascal. Oui, donc là, c'est dans la lignée de la délibération précédente, puisqu'il s'agit là d'instaurer un périmètre plus large pour pouvoir justement redynamiser notre centre-ville, mener à bien nos projets de redynamisation. Et donc, dans ce périmètre-là, on va se donner le droit d'étudier toute modification qu'un promoteur voudrait faire, et pour voir s'il n'entraîne pas une gêne pour les projets de la mairie. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un délai pour pouvoir, justement, ces gros projets, statuer dessus et s'assurer que ça n'entrave pas les projets de redynamisation. Donc c'est vraiment dans le prolongement de la délibération juste avant. Merci beaucoup Mathias pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Des pour? Je vous remercie. Et délibération numéro 11, ressources humaines, modification du tableau des emplois permanents de la collectivité pour 2024 avec la création de 2 postes d'adjoints d'animation à temps complet. Voilà. Des questions, Madame Lebon? C'est pour quel service? L'animation, c'est pour le service des sports. D'accord. Donc c'est deux animateurs déjà présents, qui sont déjà en place, qui vont être titularisés. Exactement. Oui, c'est une bonne chose. Merci. Monsieur Altazin. Voilà, comme il ne se passe pas quasiment un conseil municipal sans qu'il y ait une modification de bonne loi, hein, mais du tableau des emplois permanents de la collectivité, on reste toujours un peu sur sa faim quand on fait que juste lire la résolution. Bon, là, on sait où c'est, mais il n'est pas toujours précisé qu'il s'agit en fait de personnes qui existent et à qui il faut donner un statut nouveau ou un grade supérieur, etc. Donc on pourrait avoir l'impression que si on cumule tout, un petit peu arithmétiquement et bêtement, j'en conviens, on n'arrête pas d'augmenter le nombre d'emplois permanents. En fait, c'est pas vrai, mais
voilà, moi je trouve que si on pouvait ajouter, alors peut-être en bas, dans un astérix, enfin je sais pas, mais de savoir peut-être pas de qui on parle, c'est pas le nom de la personne qui a de l'importance, mais au moins qu'il s'agit d'un acte dans ce cadre-là. Voilà. Je vais laisser Ludovic présenter la situation, puisque il s'agit de son service et de sa délégation. Alors en l'occurrence, par rapport à vos propos, c'est vraiment... alors c'est une création de poste techniquement, mais c'est vraiment des personnes qui n'étaient pas là en 2020. C'est 2 personnes que j'ai recrutées, enfin qu'on a recrutées en fait. Politiquement, on voulait développer le sport, les activités sportives. Donc pour ça, il faut du personnel. On a recruté du personnel depuis 2020, donc un alternant. Puis 2 ou 3 personnes avec des petits contrats, des 15 ou 20 heures, parce qu'on ne pouvait pas mieux. Et puis par rapport au succès et à ce qu'on avait envie de mettre en place avec l'équipe au niveau du sport, là ce sont 2 personnes qui progressivement sont arrivées aux 35 heures et qu'on va titulariser. Donc c'est vraiment des personnes qui n'étaient pas là avant et qui grossissent les effectifs de la mairie, ouais, effectivement. Alors, ça c'est pour le service des sports, et pour compléter, Ludovic, si tu me permets, Philippe, est-ce que tu peux techniquement nous expliquer pourquoi on est obligé de créer ce poste et pourquoi on est obligé de délibérer dessus? Bonsoir. Donc, lorsqu'on fait du recrutement, on est obligé de créer des postes, mais on ne peut pas être en mesure de nommer les agents qui vont être dessus. On crée des postes parce que sur le tableau des effectifs, ces 2 emplois-là n'existent pas. On n'a pas assez d'adjoints d'animation pour, je dirais, pour positionner les agents dessus. Donc on crée le nombre de postes et ensuite on positionne les agents à recruter dessus. Disons si il y a des opérations de recrutement qui sont lancées par le biais du centre de gestion et on a des appels à candidature. Merci beaucoup Philippe pour ces précisions. Monsieur Delacour. Quand tu fais une demande de poste, on précise quand même la spécialisation, enfin la spécialité du poste. Tout à fait. C'est des policiers, c'est différent, par exemple. Là, c'est 2 adjoints d'animation qui seront affectés au sein du service des sports. D'accord, ainsi. D'autres questions? Bien, nous passons au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Eh bien, je vous remercie. Le Conseil est à présent terminé. Nous avons reçu de la part de l'opposition des questions. Je vous rappelle, Madame Lebon, que vous posez. Oui, non, mais ça c'est hors. Le point rentrée scolaire, c'était avant, c'était avec la convocation, le pouvoir, les décisions du maire. Et donc voilà, c'était à vous pour consulter. Non, il n'est pas dans l'ordre du jour. Le point sur la rentrée scolaire, vous l'avez sur papier. Non, parce qu'on a des questions sur la rentrée scolaire. D'ailleurs, j'espère qu'on aura une commission. Mais je pense que tous les ans, on a le même débat avec Mme Bernard. On se revoit en janvier, en général, c'est bien fait. D'ailleurs, je vous félicite parce que c'est toujours intéressant et on apprend des choses. Non, il y a quand même 3 documents, notamment les virements. C'est quand même, moi, je lui avais des questions à poser. Parce que tout à l'heure, on a dit... On les a présentés. Alors, je vous écoute sur les virements, Monsieur Delacour. Moi, je suis allé voir là, ce dont on parlait, hein, les choses qui sont reprises en non-valeur. Je ne l'ai pas trouvé hein, dans les ordres de virement. Hein, à moins que vous m'indiquiez à quel endroit c'est. Hein, la somme, je le rappelle, hein, c'est la somme de 3 276,17 centimes. Pour regarder dans les dépenses, moi, je ne le trouve pas. Hein. Donc il est ni dans l'ADM, ni dans les virements de crédit. Je rappelle que c'est les admissions en créances éteintes au titre des recettes. Alors ça figure sur le document, c'est sur les 4 dernières lignes. En fait, enfin pas les 2 dernières, mais les 2 précédentes. Même si les centimes, je vois pas où ils sont. Hein. 654.1 et 654.2, les comptes. 654. C'est classé par compte.
Bon, on va vous croire, hein, de toute façon, mais bon, c'est pas clair, moi je le dis. De même que tous ces sommes qui sont glissées en négatif, qu'on retrouve un petit peu plus loin. Alors c'est des changements de compte hein, pour certains, mais pas tous. En fait, le principe des virements de crédit, c'est qu'on enlève des sommes sur un chapitre pour les rajouter sur d'autres chapitres. Donc, oui, il y a ça, c'est forcément des moyens. Lumière, je sais, jusqu'à un certain montant. Hein. Ouais, voilà. Ok, bon, écoutez. En ce qui concerne la rentrée scolaire, moi j'avais une question, hein, puisque si on peut l'exposer. C'est délibération. Non, ben non, c'était bon, dans les autres documents. Hein. Est-ce que on avait parlé de la ZUP là, à Malbrook. Est-ce qu'on a estimé le nombre d'enfants qui vont fréquenter nos écoles en 2024? Parce que là, on y est, hein, c'est un an. Alors, on n'a pas encore de chiffres d'enfants et d'inscriptions. On a des typologies de logements, donc avec possibilité de famille. On est en train de travailler justement sur la répartition et probablement aussi sur une modification de la carte scolaire. C'est-à-dire la carte scolaire, une meilleure répartition des enfants par secteur pour affecter dans les écoles. Parce que, je veux dire, Malbrook, on a une école maternelle, quoi. Oui. Je vois, elle est pas pleine, hein. On est à 70 par rapport à 100 à Prévert, quoi. Il y a de la place, quoi. Il y a de la place. On y travaille. Pour la maternelle, je parle. Hein. Après, pour la primaire... On y travaille aussi. On cherche des solutions. Bon, ben d'ici la commission, on aura peut-être des informations. Probablement. Je l'espère, ouais. Hein, on verra un peu là, sur la prospective. Parce qu'il y aura des jeunes enfants, puisqu'il y a un peu de maison. Hein. On le souhaite, d'ailleurs. Merci. Bien. Donc, Madame Lebon, vous nous avez transmis des questions écrites. Je vous demanderai de lire les questions. Je vous apporterai une réponse qui n'apportera pas sujet à débat. Mais nous pourrons, à d'autres moments, en reparler. D'accord. À quel prix la Frigel 10 a-t-elle été revendue? Alors, la Frigel 10 n'a pas été revendue. Pas encore. Non. Et elle est prévue d'être vendue. Peut-être, c'est de la réserve foncière de la commune. Depuis 4 ans, c'est une verrue bourrée d'amiante qui est sur la commune. Et c'est marqué dessus. Vendue. Oui. Alors? Elle est vendue, mais c'est pas vendu. Là. Alors, elle est vendue, mais c'est pas vendue. Non, elle a été vendue à la commune. On l'a acquise il y a 4 ans. Oui. C'est nous qui l'avons, mais on ne l'a pas revendue. Et vous procédez à des maîtrises en ce moment? Sur le terrain? Non. Ah bon? Parce qu'on a vu des gens. Alors, il y a des gens qui viennent maîtriser. On ne sait pas pourquoi, en fait. Non? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de prévu. C'est un sujet occulte, ça, hein, et donc, bon, on verra. Certainement qu'il y a un bâtiment prévu là. Encore. Donc, la question suivante, à quel prix le terrain de l'ancien terrain de boule, rue Ferry-Hainaut, destiné à la construction d'un lotissement, a-t-il été cédé au bailleur? Alors, comme la délibération de 2022 a été votée à l'unanimité ce jour-là, le terrain a été estimé par les domaines à 250 000 €, faisant apparaître une décote pour la démolition et le désamiantage. Voilà. Donc 250 000 €. Voilà. C'est le prix France Domaine. Nous sommes tenus de nous appuyer sur France Domaine pour vendre les biens communaux. Oui, le principe, bien sûr. Donc, la suite pour GL10, alors à suivre pour GL10. À quel usage est destiné le Facebook Ville de Saint-Martin-Boulogne? Comme pour tous les comptes Facebook des collectivités, à informer les habitants sur l'actualité de la commune. D'accord. Et quand il y a un événement et que les membres de l'opposition sont coupés sur les photos, donc vous utilisez un Facebook, un outil communal qui est géré par des employés communaux pour faire votre propagande, la propagande de votre majorité. Donc c'est un outil politique. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit. C'est interdit. Vous zappez régulièrement les élus de l'opposition sur les photos. Je vous donner un exemple tout bête. Encore à la Libération, le mardi soir de la commémoration de la libération de Saint-Martin. J'étais placée juste à côté de Monsieur Dequet. De l'autre côté, j'avais Monsieur Viard. Et ça a été coupé à ras de Monsieur Dequet pour pas que je sois sur la photo. Et vous avez sacrifié Monsieur Viard, d'ailleurs, sur la photo, au passage. Bon. Oui, mais vous allez bien, mais... vous auriez pu être quelqu'un d'autre, Monsieur Viard. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. N'ayez pas peur, vous n'aurez pas de représailles. Il garde ses représailles pour d'autres gens, vous inquiétez pas. Bien, nous entendons votre question, Madame Lebon. Oui, donc... et votre remarque. On s'en fiche, d'être en photo, nous on fait notre propre propagande. Alors, c'est simplement que vous utilisez... C'est que vous utilisez des deniers publics pour faire votre propre propagande. C'est tout. C'est ça. C'est uniquement ça.
Facebook est gratuit. Non. Il y a des employés communaux derrière qui font les photos et qui publient sur le Facebook. Donc vous utilisez des deniers publics pour servir votre propre cause. C'est tout, j'en ai terminé. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Les Saint-Martinois prendront acte. Merci beaucoup. Ce conseil est à présent terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à l'ensemble des agents communaux qui sont venus pour organiser cette salle de conseil, les services des fêtes et cérémonies, les services de Brassens, le service communication et les techniciens qui ont répondu aux questions. Bonne soirée à tous.